Comme son nom l'indique, c'est une session de remplacement. Donc, c'est les mêmes choses que nous faisons à la session normale que nous reprenons à la session de remplacement. La spécificité de cette session, c'est que les corrections se font au fur et à mesure. Donc, tout à l'heure, nous allons repartir dans notre centre où les professeurs attendent déjà pour faire le corrigé type et démarrer la correction de l'épreuve qui est en train de se passer. C'est l'épreuve de français. Donc les correcteurs sont déjà présents au lycée technique Koulibaly où ils vont faire les corrigés type des différentes épreuves de français de ce matin. Il y a 6 salles réservées pour la session de remplacement. On attend 51 candidats. Tout à l'heure, on aura les statistiques de salles pour voir le nombre de candidats réels qu'on a. Il y a composition dans les séries A2, B, C, D, F3 et F4. Pour cette session, la session de remplacement, nous aurons 2 résultats, 2 délibérations déjà vendredi, c'est-à-dire la première et la deuxième délibération vendredi, ce qui fait que nous allons rattraper les épreuves orales de la session normale qui auront lieu vendredi. Nous allons rattraper pour ceux qui passeront pour les épreuves orales, ceux qui sont de la session de remplacement qui auront à faire les épreuves orales. Donc samedi, tout sera terminé pour tout le monde. La décision de la Cour constitutionnelle, si je ne me trompe pas, a dit jusqu'au 20, donne jusqu'au 20 aux démocrates pour proposer les noms dans les commissions. Je pense, Monsieur le Président, que vous devez demander notre avis par rapport à la réunion que vous envisagez dans les commissions pour tout à l'heure, puisque nous avons jusqu'au 20. Notre groupe parlementaire n'est pas prêt pour la tenue des commissions ce jour. Nous sommes venus ici pour nous conformer à une décision d'une Cour. Il s'agit de l'élection au sein des commissions. Monsieur le Président, qu'on soit prêt ou qu'on ne soit pas prêt, je pense que ça c'est une procédure qui n'est pas plénière. Elle ne regarde pas la plénière, c'est au sein des commissions que l'on doit dire on est prêt ou on n'est pas prêt. Bien vrai que ce que vous dites est la norme. Mais pour des questions pratiques, il est souhaitable qu'on fasse injonction à l'interne ici aussi, à nos camarades du groupe parlementaire LD. Les présidents des commissions n'ont qu'à jouer leur rôle et vous n'avez qu'à constater à partir du 20, même si les démocrates déposent la liste le 20 à 01, ils auront tort le 21 parce que il faut que le dossier soit traité en commission. D'abord, je suis un homme de dialogue, de tolérance et puis de conciliation, sans toutefois aller à la compromission, bien sûr. Compromis, d'accord, compromission, non. C'est à 17h, il dépose, mais on reprend. Si demain, il dépose, on reprend, ainsi de suite. Mais il y a une date butoir. Je ne veux pas agir en dehors du délai de la Cour, qui est le 20. L'évolution de la population du Bénin qui passe de 1980 à 2022 de 3 millions à 12 millions appelle des réflexions parce que si la dynamique démographique actuelle reste maintenue, alors nous avons des problèmes. Et nous devons ensemble, de manière consensuelle, réfléchir sur ces problèmes et y apporter des solutions propres à notre pays. C'est à cette réflexion que le chef de l'État nous invite dans quelques semaines. Libérer le pouvoir de l'égalité entre les hommes et les femmes. Faire entendre la voix des femmes et des filles pour libérer les possibilités infinies de notre monde. Le choix de ce thème vise à rappeler à tous et à chaque pays la nécessité de garantir certaines missions. Sur la route du bien-être durable pour nous tous, nous avons aussi la fille et la femme. Le gouvernement du Bénin s'est engagé à s'investir constamment. D'importantes initiatives sont en cours. Toutes ces actions et celles à suivre témoignent de l'engagement du gouvernement du Bénin à voir la condition de la femme s'améliorer
et l'égalité homme-femme réalisée dans les sphères économiques, politiques et sociales. Je voudrais réitérer que faire progresser l'égalité des genres est le meilleur moyen de maîtriser le changement démographique et de bâtir des sociétés résilientes. Lorsque nous libérons le potentiel des femmes en leur donnant les moyens de faire des choix concernant leur corps et leur vie, nous favorisons leur épanouissement et celui de leur famille, mais aussi celui de la société dans son ensemble. Au lieu qu'ils nous donnent du poisson à manger là, ils nous ont appris à pêcher. L'outil qu'ils nous ont donné là va faire de merveilles dans chaque famille. Le gouvernement là, je mets la main sur mon cœur. Merci infiniment pour tout ce qu'il fait pour la promotion de la femme, pour sortir la femme de l'ornière. Je suis heureux d'être le témoin de cette première visite que vous faites dans mon pays, le Bénin. Le FIDA fait beaucoup et continue de faire beaucoup, surtout au profit des petits producteurs. Nous allons faire beaucoup d'efforts pour l'investissement dans l'agriculture, certes, mais là où le bas blesse encore, c'est le financement du secteur agricole. Nous sommes dans le schéma de développement. C'est pour cela que je demande un peu de clémence pour que nous ouvre légèrement l'ardoise et que la limitation de crédit soit relevée et que nous arrivions à satisfaire cela. Enfin, Monsieur le Président, en vous voyant, si je ne vous dis pas ce que j'ai sur le cœur de manière sincère et franche, je m'en voudrais. Si vous regardez le portefeuille bénin, il grandit, il s'assainit. Et grâce à la vigilance de l'autorité, vous faites mal, il n'y a pas d'amitié ici, il n'y a pas de connaissance entre eux, on vous frappe. Ça fait aujourd'hui que nous avons des garanties pour que ce portefeuille grandisse. À côté aussi de sa sœur, le Togo, ces deux portefeuilles doivent pouvoir aller ensemble. Et c'est pour cela que, en regardant les ratios, il me plaît de vous demander en toute humilité de baser quand même au Bénin la représentation de la délégation Bénin-Togo. Je vous félicite, Monsieur le ministre. Vous êtes le champion du secteur agricole et Bénin est l'un des rares pays africains à avoir respecté l'engagement pris à Maputo d'allouer 10% des dépenses publiques à l'agriculture. Je vous exprime toute ma satisfaction pour la qualité des relations entre le Bénin et le FIDA. Je confirme l'engagement du FIDA à soutenir les priorités de développement du gouvernement de Bénin. Nous avons conclu un partenariat avec le gouvernement béninois pour assurer un mieux-être aux populations en zone rurale en leur offrant un service de qualité en matière de desserte en eau potable. Que nous sommes bien présents, nous sommes là, nous sommes avec eux, nous sommes à leur service, surtout pour les populations jeunes, les enfants, les personnes âgées. Et le second aspect, c'est le lancement de la campagne promotionnelle de branchement subventionné que l'État a bien voulu offrir gracieusement aux populations. Aujourd'hui, il est question que tous les ménages et toutes les familles disposent d'un robinet à domicile. On va faciliter le changement de ce niveau de service aux ménages à travers un coût qui sera totalement amoindri. Ça veut dire que même les plus pauvres pourront avoir désormais de l'eau potable chez eux. La deuxième chose de cette innovation, de ce que nous lançons aujourd'hui, qui est comme une révolution, vous ne verrez pas beaucoup de pays africains en train de faire ça, c'est une révolution, c'est le coût de l'eau à domicile. Ce coût, en dehors de l'abonnement, ne va jamais dépasser 600 francs le mètre cube. Le ministre de l'eau et de l'énergie, de l'eau et des mines est vraiment engagé dans ce secteur-là. Il ne ménagera aucun effort pour apporter son appui. La deuxième chose, c'est de saluer la forte décision du chef de l'État de donner accès à l'eau potable à toutes les populations du Bénin dans un délai bien précis. Je voudrais d'abord remercier le gouvernement du Bénin. Aujourd'hui, les populations de Bembeké sont honorées.
l'eau a toujours été un problème pour nos communautés. Et donc, de surcroît, cette opportunité est à saisir. Dès que l'opérationnalisation sera faite sur le terrain, il va falloir que les gens acceptent d'investir. Pendant 6 années consécutives, le programme MCA Bénin 2 a accompli de grandes réalisations au profit de nos populations. Outre ce poste électrique, la ville de Parakou et les régions environnantes ont bénéficié de la réhabilitation ou la construction de plus de 300 km de lignes électriques, aériennes et souterraines qui ont significativement permis de faciliter le transport de l'énergie, d'en améliorer la qualité. Maintenant, après les travaux de construction du poste 33 kV de Parakou-Ganon, on notera les avantages ci-après. Création de 4 nouveaux départs au poste de Parakou-Ganon 33 kV à partir des départs existants. Passage de 20 kV en 33 kV des 4 nouveaux départs. De même, pour un meilleur suivi du comportement du réseau électrique dans l'ensemble du pays, MCA Bénin 2 a également construit un centre national de contrôle de la distribution d'électricité à Kassato et son centre de repli à Boycon. Aujourd'hui, le réseau électrique de Bénin a une capacité de transformation 3 fois plus élevée qu'en 2015. Nous avons l'OJB dont nous pouvons être fiers aujourd'hui. Mais si nous avons l'OJB, c'est parce que désormais, nous avons de l'énergie électrique. Donc, de façon visible et tangible, nous pouvons constater que les engagements pris par le président de la République se sont concrétisés sous nos yeux, notamment à travers ces réalisations du MCA Bénin 2. Quelques gouttes d'eau sur la tête et une gorgée pour tenter d'étancher sa soif. Une femme a droit aussi au précieux liquide. Ces infortunés font partie des migrants africains chassés de Sfax après les affrontements ayant coûté la vie à un Tunisien le 3 juillet et conduit dans ces zones inhospitalières près de la Libye sous une température dépassant les 40 degrés. La police tunisienne m'a attrapé avec ma femme. Ils ont demandé les papiers. On a montré les papiers. On nous a ramassés pour mettre dans un camion. Je leur demande, vous nous amenez où? Ils disent qu'ils viennent nous jeter en Libye. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour venir en Libye? Ils disent que non, on n'a pas besoin de vous. Et ici en Tunisie. Ces hommes et femmes secourus par les gardes frontières libyens erraient dans une zone inhabitée à environ 150 km au sud-ouest de Tripoli, sans eau ni nourriture. Maintenant, quand ils ont fini, on nous a mis dans le désert et ils ont tiré sur nous. Allez-y en Libye, on va vous tuer. Ils ont tiré. C'est là qu'on a croisé la police libyenne et ils sont venus nous donner de l'eau. Ils nous ont pris pour mettre dans leur voiture pour nous envoyer ici. Et depuis ce jour-là, la police libyenne a commencé à s'occuper de nous. Selon des ONG tunisiennes, 100 à 150 se trouvaient encore abandonnés à leur triste sort dans le désert. Les gardes frontières libyens décrivent une situation devenue alarmante. Nous sommes confrontés à des difficultés liées au nombre croissant de migrants qui arrivent chaque jour. Le nombre de personnes secourues varie entre 70 et 50. Bien sûr, nous leur fournissons des soins de santé et une aide d'urgence, ainsi que les premiers secours, étant donné que certains migrants traversent le désert de la Tunisie à la Libye. Dimanche, la Tunisie a signé un partenariat stratégique avec l'Union européenne, dont l'un des piliers est la lutte contre l'immigration clandestine. Les autorités kenyanes ont annoncé lundi la découverte de 12 nouveaux corps dans la forêt de Shakahola où se réunissait une secte évangélique pratiquant un jeûne extrême. Cette nouvelle découverte porte le nombre de morts à 403.
Près de 3 mois après la découverte des premières victimes de ce qui a été surnommé le massacre de la forêt de Chakaola, la police pense que la plupart des corps exhumés sont ceux d'adeptes de l'église internationale Good News, fondée par le pasteur autoproclamé Paul Tengue Mackenzie qui prônait le jeûne à mort pour rencontrer Jésus. L'ancien chauffeur de taxi est détenu depuis le 14 avril et doit répondre de plusieurs chefs d'accusation, dont celui de terrorisme. Dans cette affaire, 16 autres personnes sont accusées de faire partie d'un groupe d'hommes de main qui veillait à ce qu'aucun adepte ne rompe le jeûne ou ne s'échappe de la forêt située près de la ville côtière de Malindi. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a indiqué que depuis les combats entre les forces armées soudanaises et les forces d'intervention rapide au Soudan, environ 1,5 million d'enfants vivent loin de chez eux. Depuis le 15 avril, date du déclenchement des affrontements, l'UNICEF Soudan a distribué des fournitures sanitaires à plus de 3 millions d'enfants et de femmes et de l'eau potable à 1,4 million de personnes. Alors que le conflit en cours ne montre aucun signe de désescalade, la crise humanitaire s'aggrave dans le pays. Selon un rapport des Nations Unies, un enfant sur 2 au Soudan, soit 13,6 millions d'enfants, a un besoin urgent d'aide humanitaire. Depuis la fin du mois de juin, des affrontements entre le mouvement populaire de libération du Soudan Nord, SPLMN, et les forces armées soudanaises ont été signalés dans le Kordofan du Sud et dans l'état du Nil Bleu, dans la partie méridionale du Soudan. Le SPLM Nord contrôle plusieurs zones de ces deux États. Jusqu'à présent, le conflit a fait plus de 3000 morts et 6000 blessés. Au Cameroun, des hommes armés ont tué 10 personnes à un carrefour très fréquenté de la ville du nord-ouest du pays, Bamenda. Le drame qui s'est produit dimanche en fin de journée a été raconté par un témoin. Selon ce dernier, les assaillants en uniforme militaire sont arrivés à bord de véhicules et ont ordonné aux gens de s'asseoir par terre en les accusant de ne pas soutenir les séparatistes locaux. Ils ont apparemment ouvert le feu lorsque certaines personnes ont tenté de s'enfuir. L'attaque a également fait 2 blessés. Les Ambazonia Defense Forces, ADF, le principal groupe séparatiste de la région anglophone, ont nié toute responsabilité. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique, a déclaré qu'une chasse à l'homme avait été lancée pour retrouver les terroristes à l'origine du massacre. Plus de 6000 personnes ont été tuées dans les régions anglophones du Cameroun depuis que le conflit a éclaté en 2017. Au moins 11 hommes ont été retrouvés morts dimanche dans l'est de la République démocratique du Congo, dans le territoire du Rutshuru, selon les sources locales qui accusent les rebelles du M23 de les avoir tués. La force régionale déployée dans l'est de la République démocratique du Congo a annoncé lundi l'envoi d'une mission de vérification. Selon les autopsies, certains de ces hommes auraient été tués par balle, d'autres à l'arme blanche. Leurs corps sans vie auraient été retrouvés dimanche à Bukombo, à une centaine de kilomètres au nord de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, après le retrait des rebelles du M23. Le baromètre sécuritaire du Kivu KST, réseau d'analystes basé dans l'est de la RDC, a indiqué lundi sur Twitter que ces civils seraient morts après avoir été contraints de transporter du matériel militaire. Une trêve fragile s'observe entre les M23 et les forces régulières congolaises depuis le déploiement de la force de l'EAC il y a quelques mois, mais des affrontements sporadiques opposent les rebelles à des groupes armés se présentant comme patriotes. Cinq jours après la mort de Chérubin Okende, tué par balle à Kinshasa, sa veuve, ses enfants, son père, ainsi que ses frères et sœurs, ont décidé de saisir officiellement la justice congolaise. L'avocat de la famille, maître Laurent Onyemba, a déposé plainte contre inconnu auprès du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. La police a une mission classique. Vous l'envoie. Monsieur Chérubin Okende a été assassiné dans des conditions inimaginables. Et la famille, après concertation, la veuve, les enfants, les pères du défunt et ses frères et sœurs ont décidé aujourd'hui de saisir officiellement la justice congolaise pour que lumière soit faite sur cet assassinat crapuleux
de l'honorable député Cherubin Okende. Cette affaire survient alors que le climat politique est très tendu en RDC à l'approche des élections prévues en fin d'année. Cherubin Okende, 61 ans, avait démissionné en décembre 2022 de son poste de ministre des Transports. Moïse Katumbi venait alors d'annoncer sa candidature à la présidentielle ainsi que le retrait de son parti Ensemble pour la République de la coalition au pouvoir. Ce qui nous importe, ce n'est pas un procès bâclé. Ce qui nous importe ici, ce n'est pas une gesticulation judiciaire pour orienter ou désorienter l'opinion dans tel ou autre sens. Et donc, nous, comme avocats, nous allons participer à cette activité pourvu que lumière soit faite. À ce jour, plus d'une dizaine d'opposants ont annoncé leur intention de se présenter face à Félix Tshisekedi. Les principaux, dont Moïse Katumbi, considèrent que les instances électorales sont à la solde du pouvoir et préparent des élections biaisées, risquant de mener à la fraude et au chaos. Face aux critiques jugeant raciste le traitement réservé aux subsahariens en situation illégale dans son pays, le président tunisien est monté au créneau vendredi, refutant ces accusations, mais également l'idée de devenir un pays de transit. Son pays est selon lui la cible des réseaux de passeurs qui ont une mission précise. Cette immigration est une opération pour déplacer et non une immigration régulière. Elle est encadrée par des réseaux criminels de trafic d'êtres humains et d'organes qui visent non seulement à s'enrichir, mais aussi à déstabiliser le pays. Je le répète, nous sommes des Africains et nous sommes fiers de notre identité africaine, mais nous refusons d'être une terre de transit ou une terre d'accueil. En visitant Sicile, le directeur exécutif de Frontex a émis l'idée d'un accord entre la Tunisie et l'Europe pour résoudre ce problème d'immigration clandestine. J'ai vu l'un de ces navires qui accostait tout près d'ici. C'est incroyable ce qu'ils font avec ces migrants. Et je pense que si nous pouvons nous mettre d'accord sur des arrangements appropriés entre la Tunisie dans ce cas et l'Italie ou l'Europe, je pense que cela aiderait. Mais encore une fois, ce n'est pas de mon ressort, c'est une décision politique. Mais d'un point de vue professionnel, je pense qu'il est important de faire tout ce qui est possible pour empêcher les gens de prendre la mer. Plusieurs ONG ont dénoncé les pressions exercées par l'UE sur la Tunisie en vue d'imposer à ce pays sa politique ultra-sécuritaire en matière d'immigration. 8 personnes sont mortes lundi au Caire dans l'effondrement d'un immeuble résidentiel dans le quartier de Hadayek al-Kouba, selon un communiqué du bureau du procureur général de la Sûreté de l'État. Plusieurs témoins affirment que l'effondrement a été causé par un résident qui a récemment abattu des murs dans son appartement au premier étage, malgré la réticence de ses voisins. Le procureur général a ordonné l'arrestation du propriétaire, de l'entrepreneur chargé des travaux et de l'un de ses employés. Une grande partie des immeubles du centre du Caire date du début du XXe siècle et nombre d'entre eux sont délabrés ou dans certains cas abandonnés. L'Égypte a connu un certain nombre d'effondrements meurtriers d'immeubles ces dernières années, à la fois en raison du mauvais état de certains d'entre eux et du non-respect des réglementations d'urbanisme. La 9e édition de la Coupe du Monde de football féminin qui va s'ouvrir jeudi 20 juillet en Australie et en Nouvelle-Zélande sera la première à voir s'affronter 32 équipes venant de 5 continents différents, à l'instar du mondial masculin organisé au Qatar l'hiver dernier. Un beau symbole du développement significatif du football et plus largement du sport féminin au cours de ces dernières années. Par rapport à l'édition 2019, le montant des primes octroyées par la FIFA aux équipes participantes a sensiblement augmenté, s'élevant à près de 110 millions de dollars pour 2023. Cette année, le continent africain sera représenté par les 4 demi-finalistes de la CAN féminine, qui sont le Maroc, la Zambie, le Nigeria et l'Afrique du Sud. La Nouvelle-Zélande, pays hôte, est en première ligne aux côtés de la Norvège, des Philippines et de la Suisse dans le groupe A. Le Nigeria est dans le groupe B avec l'Australie, l'Irlande et le Canada. La Zambie avec l'Espagne, le Costa Rica et le Japon dans le groupe C. Aucun pays africain dans les groupes D et E, composés de la Chine, le Danemark, l'Angleterre et Haïti. Puis des Pays-Bas, du Portugal, des États-Unis et du Vietnam pour le groupe E, affectueusement qualifié de groupe de la mort. Tandis que le groupe F est composé de la France, de la Jamaïque, du Brésil et du Panama, un cocktail tout autant redoutable. L'Afrique du Sud est dans le groupe G avec la Suède, l'Italie et l'Argentine, tandis que le Maroc, le premier pays du Maghreb à se qualifier pour la Coupe du Monde féminine, espère marquer les esprits dans le groupe H contre l'Allemagne, la Colombie et la Corée du Sud.
Le premier match d'une nation africaine verra le Nigeria, 9 fois champion d'Afrique, affronter le Canada vendredi, tandis que la Zambie affrontera le Japon samedi dans le groupe C avant de se frotter à l'Espagne et au Costa Rica. L'Afrique du Sud fait face à la Suède dimanche et le Maroc défendra ses couleurs contre l'Allemagne lundi.